L'air du temps. Une émission animée par Marc Wielinski. Débat en live sur les questions, les peurs et les espérances de notre société. L'Iran et maréchal. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'air du temps, on va prendre un peu de hauteur. Pourquoi un peu? Par rapport à... Oui, ils sont très turbulents, mes invités d'aujourd'hui. Un peu de hauteur par rapport à une actualité qui nous inquiète, parfois nous opprime, nous déborde. Et nous allons demander à deux éminents philosophes ce qu'est réussir sa vie. Ces deux grands philosophes de notre temps sont Luc Ferry, professeur de philosophie, essayiste, ancien ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, et Roger-Paul Droit, chercheur au CNRS, philosophe et journaliste. Et alors, je vais vous faire grâce de la bibliographie de mes deux invités, tant celle-ci est immense. À eux deux, je crois qu'ils ont dû écrire plus d'une centaine de livres. Pas ensemble, mais en tout cas, au moins 50 chacun. Non, 200 pour moi, 200. Ah oui, j'étais loin du compte. La réalité dépasse la fiction. Non, mais je ne suis pas obligé de citer, mais... Et voilà, alors vous retrouverez toutes ces références évidemment partout sur Internet. Donc gardons le temps précieux qui nous est imparti à leur donner la parole sur ce sujet. Qu'est-ce que réussir sa vie dans les temps troublés que nous vivons? Mais finalement, les temps n'ont-ils pas toujours été troublés? Quand, lors de sondages, nous demandons à nos contemporains qu'est-ce que réussir sa vie, une écrasante majorité d'entre eux répondent « Réussir sa vie, c'est être heureux ». Ce qui n'est finalement que repousser le problème, car à ce moment, on peut leur demander qu'est-ce qu'être heureux, ce qui est probablement une des questions les plus complexes qui soit. Si nous avions demandé à un Grec de l'Antiquité qu'est-ce que réussir sa vie, il nous aurait sans doute répondu vivre en harmonie avec le cosmos, car l'univers apparaissait alors comme un tout bien organisé dans lequel l'homme trouvait naturellement sa place. Jusqu'à une époque récente, un chrétien aurait pu répondre « réussir sa vie, c'est vivre dans l'imitation de Jésus-Christ » et un juif, c'est vivre conformément aux enseignements de la loi divine. La réponse était finalement assez simple. Mais pour nous autres modernes ou postmodernes, réussir sa vie, qu'est-ce que c'est? La question est d'autant plus urgente qu'on nous annonce que l'homme sera peut-être bientôt immortel ou qu'il sera au contraire dominé, voire opprimé par les intelligences artificielles qu'il a lui-même créées. L'éclairage de la philosophie est plus que jamais nécessaire. Luc Ferry, réussir sa vie au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est? Bon, écoutez, si vous me donnez 3 heures, je peux éventuellement vous donner une réponse qui tient à peu près la route. Mais on en a une. C'est bien. C'est déjà beaucoup à la radio. Mais première chose, je ferai une différence assez radicale entre la question du bonheur et la question de la vie bonne pour les mortels. La question de la vie bonne pour les mortels n'est pas forcément la question du bonheur. Ça peut être la question de la liberté, ça peut être la question du sens, mais ce n'est pas forcément la question du bonheur. Aujourd'hui, on est envahi par des idéologies du bonheur, la psychologie positive, les théories du développement personnel, le coaching. Mais je pense que c'est une déviation perverse de la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Si vous me donnez 30 secondes, mais habituellement je mets 1 an pour expliquer ça à mes étudiants, je vous dis qu'il y a 5 grandes réponses à la question de la vie bonne pour les mortels, et ce sont 5 grandes doctrines du salut, c'est-à-dire ça se joue par rapport à la question de la mort, qui est cruciale. Ce sont des grandes spiritualités, et elles sont toutes liées à la question de l'harmonie. Vous le disiez tout à l'heure, la première réponse est celle des grandes cosmologies. On la trouve déjà dans l'Odyssée d'Homère, qui est la matrice notamment du stoïcisme. La vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec le cosmos. Et comme le cosmos est éternel, on est comme un petit fragment de puzzle qui s'ajointe au cosmos éternel et du coup, on devient un fragment d'éternité. Ce que Nietzsche avait d'ailleurs très bien compris. Il y a un passage de Nietzsche magnifique sur le fragment d'éternité cosmique.
La deuxième réponse, vous l'évoquiez, si je mets ma vie en harmonie avec les commandements divins, en échange, j'aurai l'immortalité. Vous avez une troisième réponse, je vais très très vite, c'est absurde comme exercice, mais c'est pour donner juste un avant-goût de ce que ça pourrait être si on avait le temps. C'est la mise en harmonie de soi, non pas avec le cosmos, non pas avec le divin, mais avec les autres. C'est la res publica. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle des autres. Ça paraît rien, c'est très profond. Et si j'ajoute ma pierre à l'édifice, la pierre répondra à la pierre. On inscrira mon nom dans la pierre, et c'est l'immortalité laïque, c'est l'équivalent de l'immortalité, mais sur Terre, c'est l'immortalité terrestre. À la Sorbonne, à l'entrée de la bibliothèque, il y a gravé dans le marbre les noms des grands professeurs qui ont été à l'origine. Et au monument aux morts, on grave les noms dans la pierre. La pierre répond à la pierre quand on a apporté sa pierre à l'édifice. C'est l'idée de progrès, c'est les Lumières. La quatrième réponse, on la voit apparaître déjà avec la théorie du grand style chez Nietzsche, évidemment chez Freud, et puis après dans cette dégradation, cette déviation qu'est la psychologie positive, ça n'est pas la mise en harmonie avec le cosmos, avec le divin ou avec les autres, c'est la mise en harmonie avec soi. C'est ça, la grande guérison, la grande santé, comme dit Nietzsche. Et puis moi, je défends une thèse de livre en livre, c'est que la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec les gens qu'on aime ou qu'on pourrait aimer. Pourrait aimer, ça peut toucher l'humanité entière. C'est pas un repli sur soi. Je peux pas développer ça, mais c'est l'idée que le sacré est devenu le sacré à visage humain. Il y a là aussi toujours un rapport au sacré. Ce sont des doctrines du salut. C'est très puissant et c'est pas la question du bonheur. L'idée, cette espèce de narcissisme fou qui s'empare de nos contemporains avec l'idée du bonheur par soi en 15 leçons est une absurdité totale à mes yeux. C'est pas la question. La question, c'est la question de la vie bonne pour les mortels. Roger-Paul Droit, après cette magnifique fresque en une seconde, en 1 minute 30 de Luc Ferry sur l'histoire de la question de la réussite du bonheur. Alors on peut considérer je crois qu'on peut arrêter l'émission maintenant, mais je vais quand même vous donner la parole. Roger-Paul Droit. Voilà, Luc a tout dit et je l'en remercie. Donc je vais pratiquement, non pas me taire, mais ne faire qu'ajouter quelques remarques, virgules, notes de bas de page et incidentes peut-être un peu différentes, parce que ce qu'il a dit est fondamentalement juste dans l'ensemble, et il faudrait évidemment développer beaucoup, et on va peut-être revenir sur certains points, mais je commencerai par dire que c'est finalement une question très étrange de savoir si on réussit sa vie ou pas. C'est une question très étrange parce que c'est d'abord une question qui n'est rigoureusement qu'humaine. Aucun animal ne se pose cette question, il vit. Il vit sa vie selon son instinct, son espèce et ses besoins, ses appétits, mais il ne se demande pas comment vivre. Se demander comment vivre, ça suppose d'une certaine manière d'être justement sans instinct qui programme. Nous sommes des animaux pagaillés par le langage, la société, etc. Mais d'une certaine manière, tout en étant évidemment des animaux, nous sommes dénaturés. Et nous avons, alors c'est un grand thème qui commence par exemple avec Pic de la Mirandole, de la dignité humaine, ça doit être 1437 si ma mémoire ne flanche pas, mais je ne garantis rien, c'est l'idée que finalement, il n'y a pas de nature humaine comme il y a des natures animales, et que nous sommes une page blanche, un peu ce que redira Sartre parmi les modernes de façon tout à fait différente. Et du coup, à la question comment vivre, d'abord, si nous avons l'étrangeté de cette question, nous n'avons bien évidemment pas de réponse. Ce que Luc vient de rappeler à très juste titre, c'est qu'il y a des réponses, des traditions, des doctrines, des dogmes, des religions, des spiritualités qui sont des corps de pensée constitués. Mais quand on y adhère, alors on peut toujours être aujourd'hui un chrétien pratiquant, un juif pratiquant, et avoir d'une certaine manière sa feuille de route dans une époque un peu compliquée, différente, etc. Mais si on se pose la question, j'ai envie de dire naïvement pour soi-même, il me semble qu'on va découvrir que ça n'est finalement qu'une réponse subjective qui peut exister. C'est en fin de vie le sentiment que on a fait ce qu'on avait à faire, qu'on a rempli les désirs qu'on avait, qu'on regrette finalement pas trop de choses, qu'on serait prêt à recommencer la même chose. C'est ce que Nietzsche appelle l'éternel retour, si vous voulez. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on éprouve son désir et sa satisfaction relative, évidemment, personne n'a de vie parfaite, mais
qu'il n'y a pas de regret à avoir. J'ouvre une brève parenthèse d'anecdote. J'ai été un jour très frappé, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, par une conversation, un jeu que nous avions eu avec deux philosophes que je ne citerai pas, mais qui étaient des philosophes de la pensée du bonheur et de la vie réussie. Et le jeu était, si tu devais recommencer ta vie telle qu'elle est, à partir de ta naissance, avec tous les événements, tu ne le saurais pas. Mais est-ce que tu appuies sur le bouton « je remets ça » ou pas? Et ces penseurs du bonheur disaient « Ah non, 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 moi je ne remettrai pas le couvert une deuxième fois. » Et ça m'avait proprement sidéré. Parce que pour ma C'est part, étonnant quand même. oui, C'est pour ma étonnant, part, parce moi que, je suis prêt à revivre ma vie. Alors je ne dis pas qu'elle a été réussie au sens de la réussite, ni de la réussite sociale, ni financière, ni que j'ai pas vécu des moments difficiles et autres, mais je suis prêt à la recommencer une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois, parce que ce qui me semble, c'est que la première des réussites, c'est simplement de vivre. Oui. Voilà. Et qu'il y a là quelque chose qui est chevillé au désir et à la volonté ou pas. Voilà. C'est parmi ces. Alors, bien sûr, en outre, mais je vais pas accaparer la parole trop longtemps. Bon, je l'ai fait, tu peux y aller. Mais non. Je crois que nous vivons aujourd'hui véritablement un temps différent, parce que toutes ces grandes directions et doctrines que Luc a rappelées existent toujours, mais sont quand même plus ou moins emportées par une sorte de suspicion générale, de doute, d'incertitude, voilà, et que de plus en plus, et c'est pour ça aussi qu'on voit ressurgir le développement personnel, du bonheur en kit et garantie clé en main, on est plutôt dans le sentiment d'un questionnement qui n'a pas véritablement de réponse. Et si, à mes yeux, il y a une sagesse possible, éventuellement une sagesse moderne qui aurait un sens, c'est de comprendre qu'il faut endurer cette incertitude. Que pas plus aujourd'hui, d'ailleurs qu'hier, il n'y a de réponse ultime, absolue et certaine à cette question. Et qu'un des aspects de la condition humaine en général, mais de la nôtre aujourd'hui plus encore, c'est que il faut porter, si je puis dire, cette absence de réponse, choisir éventuellement nos chemins ou nos trajets personnels, mais savoir que à la question qu'est-ce qu'une vie réussie, en dehors de l'impression subjective et puis de grands cadres de réflexion possibles, il n'y a pas de réponse ultime. Il n'y a pas, me semble-t-il, de vérité accessible. Il y a des désirs de recherche, mais il n'y a pas une vérité ultime à ce sujet. Alors, Luc Ferry, moi, je suis assez sur la ligne de ce que dit Roger Poldroy, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi il est impossible de rater sa vie », où j'essaye de montrer qu'il est impossible de la rater. Mais je suis persuadé, en tout cas, j'espère que vous ne serez pas tout à fait d'accord avec ça et ce qu'a dit Roger Paul, c'est-à-dire que, en fait, si votre vie était à refaire, est-ce que vous la referiez de la même façon? Non, mais Roger Paul, il a comme modèle, il a raison de son point de vue, et je le comprends très bien, le modèle de l'éternel retour. C'est exactement ce que propose Nietzsche. Et si je devais choisir entre la mort absolue et revivre. L'éternel retour, c'est-à-dire que ce que l'on vit. C'est un critère de réflexion sur ce qu'a été ou ce que pourrait être ou ce que sera sa vie. Est-ce qu'on serait capable d'accepter tous les moments de sa vie sans rien changer? C'est ça, l'éternel retour. Donc c'est un critère de réflexion sur ce qu'on a vécu et c'est un critère magnifique d'une certaine manière. Si je devais choisir entre la mort absolue et l'éternel retour, je choisirais l'éternel retour sans aucune... Donc, mais il y a eu des moments absolument atroces dans ma vie. Et donc, je sais que je les revivrai. J'ai vécu la mort de mon frère. Enfin, peu importe, je ne vais pas raconter ma vie, mais comme tout le monde, il y a des moments épouvantables. Bon. Et puis, j'ai commis des erreurs et des fautes. Voilà, je suis vraiment pas parfait pour le coup. Et donc, c'est des choses que je ne voudrais pas revivre. Justement, le principe de l'éternel retour, c'est l'acceptation
Du tout, de la de totalité. l'ensemble. C'est-à-dire, on prend tout, avec on ses hauts et ses prend bas. tout le package, quoi. Bien sûr, avec ses hauts et ses bas. C'est le Ja sagen, comme dit Nietzsche. Je dis, il faut dire oui à tout. Bon, Ouais. amor fati. Mais là où il y a peut-être une divergence, je dirais pas un désaccord, parce que ça rime à rien, c'est pas des polémiques, on réfléchit. Mais il y a une divergence de vue, c'est que je pense qu'il y a pour moi, il y a une bonne réponse sur les 5. Donc il y a une réponse ultime. Pourquoi? Parce que si vous regardez les 5 réponses à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, et c'est pas la question de la réussite, hein. Moi j'écris un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'une vie réussie? La première chose que je fais, c'est de pulvériser l'idée de réussite. Mhm. C'est pas la réussite sociale, c'est absurde la réussite. Et je dis ce qui est compte, c'est vie bonne pour les mortels. Et là où je rejoins tout à fait Roger Paul, c'est que c'est une question spécifiquement humaine. Ni les dieux ni les animaux ne se posent la question. Pas non plus les dieux d'ailleurs. Les dieux ne se posent pas la question. Ils sont immortels, ils s'en foutent de la mort. Donc et les animaux n'y pensent pas. Mon chat, je l'adore, mais manifestement, il n'y a pas de métaphysique chez lui. Il y a un texte magnifique de Schopenhauer dans son grand livre, dans lequel il dit philosophie et religion n'existeraient pas s'il n'y avait pas le sentiment de la mort. Et ce sentiment, les animaux et les dieux ne l'ont pas. Donc, je reviens à l'essentiel pour moi. Dans les 5 réponses, ce qu'il faut bien voir, c'est que non seulement ces 5 réponses sont des doctrines du salut, c'est des réponses aussi par rapport à la mort, donc c'est des spiritualités, mais pas forcément avec Dieu. Ça peut être des spiritualités laïques. À partir de la 3e, on est dans des spiritualités laïques. Donc l'immortalité est terrestre, si je puis dire. Je parlais pour la pierre qui répond à la pierre. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on va du moins humain, du sacré le moins humain au sacré le plus humain. Le cosmos, c'est complètement transcendant par l'humanité. Mettre sa vie en harmonie avec le cosmos, c'est mettre sa vie en harmonie avec quelque chose qui transcende totalement l'humain. C'est l'univers extérieur à l'humain. Mettre sa vie en harmonie avec Dieu, Dieu, c'est déjà plus humain. Il est humanisé. Le divin est humanisé. Même s'il y a le Bildverbot, même si chez les Juifs on a l'interdiction de se représenter Dieu, il est quand même quelque chose comme un père de famille. Enfin, il y a une représentation déjà humaine. Mettre sa vie en harmonie avec le reste de l'humanité, c'est l'humanisation de la réponse. Mettre son harmonie avec soi-même, la grande santé chez Freud, c'est la réconciliation des 3 instances de la personnalité. Là, on est même dans l'individualisme déjà. Et puis mettre sa vie en harmonie avec ceux que nous aimons, moi je trouve qu'on retrouve une transcendance à l'intérieur de l'humanité, la transcendance de l'amour. C'est pour ça que je déteste la psychologie positive, c'est parce que c'est la perversion de l'amour. Ce qui est grandiose dans l'amour, c'est qu'il nous fait sortir de nous-mêmes. On aime quelqu'un d'autre que soi, pas seulement son nombril. Voilà, et donc je pense que pour moi, en tout cas, la dernière réponse, c'est celle qui a du sens. Alors ce qui est génial dans ces réponses, c'est que, et là je rejoins ce que disait Roger Paul, elles sont toutes ouvertes. J'ai des amis qui vivent dans le monde ancien, qui sont thomistes, aristotélisants et chrétiens. J'ai des amis qui sont républicains jusqu'au bout des ongles. J'ai des amis qui sont nietzschéens, freudiens. J'ai des copains comme Frédéric Lenoir qui sont dans la psychologie positive. Mais c'est pas ma tasse de thé. Ma tasse de thé, c'est vraiment la dernière réponse. Oui, le sacré pour moi, C'est pas la plus simple. Ah non, Ouais. c'est même, à mon avis, la plus La plus difficile. difficile. Voilà. Parce qu'on voit très bien que c'est dans les familles que les haines sont les plus grandes, que c'est très difficile. On voit très bien que 6 mariages sur 10 se terminent en France par un divorce au bout de 7 ans. On voit très bien que la vie amoureuse... Vous savez, moi j'écris en ce moment un livre sur la révolution de la courtoisie. Se pose au XIIe siècle une question qui est fondamentale. C'est le moment où l'Église va faire du mariage un sacrement. Avant, c'était juste un contrat de droit privé, y compris dans l'Église. Eh bien, se pose une immense question qui est fascinante et qui va parcourir là, au moins la moitié des romans courtois. Est-ce que l'amour-passion, c'est l'amour courtois, peut résister à la vie conjugale? C'est toute la question de la révolution de la courtoisie, elle est passionnante. Et vous avez des romans de chrétiens de Troyes qui disent l'amour-passion ne peut vivre que adultère et hors mariage. Et puis vous avez des romans de chrétiens de Troyes qui vont dire, par exemple, comme Yvain, le chevalier au lion, contrairement à le chevalier à la charrette, où l'amour-passion ne peut s'incarner que dans le mariage. Pourquoi ces 2 réponses contradictoires? C'est passionnant. Et la 5e réponse est très difficile. Mais encore une fois, c'est pas le repli sur la famille. C'est l'amour, la transcendance de l'autre. C'est celui qu'on aime ou qu'on pourrait aimer. Moi, je fais le tour du monde 4 fois par an. Je découvre des amis en Chine ou au Brésil qui sont devenus pour moi comme des frères. Voilà, alors que je ne les connaissais pas il y a 10 ans. Vous voyez, donc c'est pas un repli surtout pas un repli sur la famille.
Alors, une question, Luc Ferry, juste une petite question, je reviens à Jean-Jacques Paul juste après, c'est que vous évoquez dans un livre, je ne sais plus lequel, mais enfin, vous parlez d'Ulysse, et vous dites qu'Ulysse, finalement, ça a été en refusant l'offre de Calypso qui lui Oui, demandait de donner l'éternité, oui, c'est- c'est il a, génial. il a Oui. accompli un peu le premier acte humain, finalement, Oui, de se dire ma place, c'est une place d'humain, oui, c'est pas la place des dieux. oui. Euh, Il veut rester un humain, et c'est voilà, très, je très veux rester un frappant. humain. Ouais. Et on a l'impression qu'à notre époque, pour revenir à une façon, je vais dire, actuelle de présenter les choses, on nous propose l'immortalité, Non, la déification comme quelque chose de désirable. Il y a ça quand même dans le fond. On parlait tout à l'heure hors micro d'Elon Musk et de son soutien à oui. Donald Trump, j'ai dit Donald Trust, et qui lui dit à la fois faites attention à l'IA, etc., parce qu'il a quand même un discours très préventif par rapport à ça, mais il est un de ceux qui pensent qu'un jour il sera éternel et il pense peut-être être le premier homme immortel. Et Oui, oui. qu'est-ce que... Sam Altman a déclaré il y a quelques semaines qu'il demanderait que son identité soit téléchargée après sa mort, lorsque son corps aura disparu, dans la noosphère. Leur idée, c'est ce que défend aussi Laurent Alexandre dans son dernier livre, hein, ChatGPT va nous rendre immortels, et c'est la philosophie de la post-humanité qui est très présente, qui est omniprésente dans les GAFA, et chez Sam Altman, chez Elon Musk, chez Max Andreessen, qui est le plus grand financier international de l'IA aujourd'hui, qui a financé la Mistral AI, la start-up française. Ils ont l'idée qu'un jour, lorsque leur corps sera mort, lorsqu'ils se seront débarrassés de ce qui est mortel, et c'est un peu, on retrouve l'idée de Spinoza. Le corps va mourir, mais l'identité sera éternelle. Alors, chez Spinoza, c'est l'identité en Dieu, mais chez eux, c'est l'identité dans la noosphère. Et ils reprennent l'idée de Teilhard de Chardin que notre identité sera téléchargée dans la noosphère. Je ne peux pas développer ça parce que c'est assez compliqué, mais là, je sors un livre sur cette question au mois de janvier, un livre entier sur l'IA. Ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, mais ce n'est pas du tout ce que je défends. Moi, je défends le transhumanisme, pas le posthumanisme. Le transhumanisme, c'est simplement la lutte contre la vieillesse. C'est l'idée que grâce au sénolytique et grâce à la reprogrammation cellulaire, vous savez, j'ai enseigné la biologie à Jussieu, donc j'ai pas que mes deux piliers, c'est la mythologie et l'idéalisme allemand, enfin jusqu'à Heidegger, mais j'ai enseigné la biologie aussi pendant des années à Jussieu avec mon ami Jean-Didier Vincent. Et donc, ça fait 30 ans que j'ai travaillé dans ce domaine de la biologie qui me passionne. Et le transhumanisme n'a rien à voir avec le posthumanisme. C'est l'idée qu'on va pouvoir lutter assez longtemps contre la vieillesse pour rejoindre ce que disait Roger Paul tout à l'heure. Roger Paul citait le titre d'un livre de Vercors que j'adore, Les animaux dénaturés. Et en effet, ça vient, la première fois que ça vient, c'est dans le livre de La dignité humaine de Pic de la Mirande. Pic de la Mirandole, Ouais. 1486 pour le livre. Tu citais sa date de naissance, je cite la date de son livre. Et le moment où il veut faire un symposium. Et c'est le fondement de l'idée de libre arbitre. C'est ce que Spinoza va détester absolument. C'est l'idée de libre arbitre. C'est cette idée qu'on est capable de s'arracher à la nature, d'être des révolutionnaires. Bon, voilà, cette idée-là, moi, je défends l'idée que si on pouvait vivre en très bonne santé, donc lutter contre la vieillesse, qui est quand même une saloperie, parce qu'on parle du bien vieillir, c'est pas vrai. Il suffit de visiter un EHPAD pour voir qu'on vieillit pas bien, c'est qu'une question de temps. Voilà, donc je dis que le transhumanisme, ça consiste simplement à dire que si on peut vivre plus longtemps, ça pourrait permettre, en bonne santé évidemment, à l'humanité de continuer cette perfectibilité qui donne du sens à la vie et qui nous permet d'être éventuellement, à nos âges, déjà moins violent et moins bête qu'à 20 ans. Alors, j'ai pas le droit, je vais vous laisser un peu de temps pour développer les différents cette fois-ci, points. je me tais un bon moment. Promis. Je laisse la parole à mon ami. Il va se reposer un petit peu pendant voilà, sur les différents points. Je vous laisse prendre au vol. Puisqu'on commence à aborder la question à la fois de notre présent, avec l'arrivée de l'IA, avec la question du transhumanisme, et de l'humain, du post-humain, de l'homme réparé ou de l'homme augmenté, etc. Je voudrais peut-être commencer par faire remarquer qu'il y a quelque chose qui marque profondément la manière d'aborder cette question de la vie réussie. Aujourd'hui, c'est le fantasme, pour moi ça n'est absolument qu'un fantasme, d'élimination totale du négatif. C'est-à-dire que tout ce qui peut être de l'ordre à la fois du destin, du hasard,
du désagrément, des choses de ce que les Grecs appelaient tuké, c'est-à-dire le hasard, et un- le heur en français, où il y a effectivement le malheur, qui est le mauvais hasard, et le bonheur, qui est le bon, mais c'est fondé sur cette idée qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne contrôlons pas, et qui nous arrivent, nous tombent dessus, qui peuvent être heureuses, évidemment, et réjouissantes, ou qui peuvent être accablantes, mortelles, ou en tout cas extrêmement éprouvantes. Et un des grands fantasmes, et peut-être le fantasme axial, si j'ose dire, ou fondamental de notre époque, c'est l'idée d'élimination du négatif. Ce que j'avais appelé un jour dans un livre sur la généalogie des barbares, le meurtre du hasard. Vous voyez, le hasard, c'est quelque chose que nous ne voulons plus, d'une certaine manière, voir du tout, que nous voulons défaire, contrôler. Alors c'est évidemment un rêve, mais un des grands rêves est du post-humanisme, pour ne pas dire le transhumanisme, puisque Luc fait la distinction, qui est juste, mais c'est l'idée que nous pourrions soit refaire un homme nouveau, alors qui serait effectivement sans les bugs qui affectent l'espèce humaine ancienne. Et Monique Atlan et moi, nous avons fait, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, donc c'était un des premiers travaux sur ces questions, un livre qui s'intitulait Humain, où on avait interviewé une cinquantaine dans le monde de grands chercheurs et personnalités. Et on avait fait, j'en parle pour le transhumanisme, en un sens plutôt de télécharger sa conscience sur un disque dur, un entretien qui a été le seul, je crois, en français, avec Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, ça a été un des penseurs fondateurs, il vit toujours, mais il n'occupe pas la même place. Et qui est un des cadres de Google. Oui, c'est un des cadres le de patron Google. de la recherche, oui. C'est le patron de la recherche. C'est le patron de la recherche de Google, absolument. Il a fait sa fortune personnelle avec des brevets de reconnaissance vocale. C'est-à-dire, finalement, si vous avez Siri ou toutes les autres possibilités de parler à vos machines aujourd'hui, c'est en partie à cause de Ray Kurzweil. Mais il a été l'auteur, notamment de plusieurs livres, mais de l'idée de singularité. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un seuil au-delà duquel les machines devenant plus puissantes, plus intelligentes, plus performantes que nous, finissent en quelque sorte par, non pas prendre le pouvoir, c'est pas cette idée, mais nous permettre finalement de passer à un autre stade de l'humanité. Et le rêve de Ray Kurzweil, c'est finalement de faire une humanité 2.0 parce que l'humanité 1, elle a raté. Il ne faut pas oublier que derrière tout cela, il y a à mon avis deux choses. Il y a d'abord un vieux fond de gnostique. Il y a cette idée que finalement le monde est plutôt raté, que le monde matériel, mais le monde humain aussi, et qu'il faut, grâce à notre intelligence, aux machines et à l'ensemble de nos capacités numériques, maintenant finir par tout refaire. Et l'autre plan, c'est aussi la Shoah. Kurzweil a perdu une large partie de sa famille dans les camps d'extermination. Absolument. Et c'est l'idée que cette humanité qui a produit cette barbarie, elle est d'une certaine manière foutue. Il faut en refaire une autre. Et il y a ce rêve, mais c'est un rêve gnostique, à mon avis, c'est pas du tout un rêve technique à proprement parler, de pouvoir, par la technique, faire une autre humanité, prolonger nos consciences indéfiniment en les ayant téléchargées quelque part. Mais ça veut dire changer la nature. Mais ça veut dire absolument changer la nature. Existe, enfin, Et l'idée d'élimination du négatif, elle est liée, me semble-t-il, à l'évacuation de la finitude. Vous voyez, derrière tout ça, je fais un peu en vrac, je pourrais revenir sur les points que vous voulez, mais derrière tout ça, il y a fondamentalement quelque chose qui a changé au cours principalement de la deuxième partie du XXe siècle autour de la question des limites. Il ne s'agit plus de les dépasser, c'est-à-dire de repousser toujours, un peu comme le record sportif porte une nouvelle limite et la garde. Toute la modernité, c'était aller plus loin, dépasser les limites.
Il s'agit maintenant de les effacer. Et c'est tout à fait autre chose. Effacer des limites, ça suppose à la fois qu'il y a une sorte de perte de l'idée de limite, que indéfiniment on va pouvoir éliminer le négatif, on va pouvoir vivre, on va pouvoir être heureux, on va pouvoir avoir tous nos besoins satisfaits à mesure et nos désirs définitivement remplis. Ça, c'est une pure folie sans limite et sans finitude. Et cette modification du rapport à la limite, c'est aussi une sorte de principe d'indiscernabilité. Ce n'est pas les indiscernables de Leibniz, c'est l'idée qu'il y a un continuum au lieu qu'il y ait des délimitations, et ça se voit dans la disparition des genres au profit d'une multitude de fluidités des rôles sexuels différents. Ça se voit dans le rapport à la nature où la rupture humain-nature est de plus en plus floutée, où on va embrasser les arbres pour se sentir mieux, ce qui d'ailleurs faisait déjà rigoler Platon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des passages sur embrasser les arbres chez Platon, ce qui sont très drôles. Voilà. Et cette idée d'éliminer le négatif, d'éliminer le hasard et de transformer les limites, bien sûr, elle est différente dans le post-humanisme, nouvelle humanité, et dans le simple fait de vouloir allonger la vie, transhumanisme que défend Luc. Mais cependant, il me semble qu'il y a quand même cette idée de refaire, de refaçonner, de remodeler un humain différent, et que c'est ça une des choses qui est en sous-main à l'œuvre, aussi bien dans les recherches médicales que dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Luc Ferry, tout en disant que refaire l'humain, pour moi, je trouve que ça a des résonances extrêmement effrayantes parce que ce n'est pas les premiers qui ont essayé de refaire l'homme et de faire un homme nouveau. Mais Luc, à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de nature humaine, ce que dit Pic de la Mirandole, Rousseau jusqu'à Sartre, qu'on évoquait tout à l'heure, parler d'abolir la nature humaine n'a pas de sens. Si le propre de l'humain, c'est justement la transcendance par rapport à la nature, ce que dit aussi le judaïsme, ce que dit Lévinas, par exemple, très clairement, c'est le propre du judaïsme, comme de toutes les philosophies de la liberté, je dirais, depuis Pic de la Mirandole jusqu'à Husserl, en passant par Kant, Rousseau et Sartre, c'est la transcendance par rapport à la nature, c'est l'idée qu'il n'y a pas de nature humaine. Alors évidemment, on est des animaux, mais on transcende la nature humaine par la liberté. Donc, parler de modifier la nature humaine dans cette perspective n'a aucun sens. Je reprends les catégories, j'adopte les catégories. J'avais lu le livre d'ailleurs de Roger Paul dès qu'il est sorti, et ses entretiens sont passionnants, notamment avec Ray Kurzweil. En effet, c'est le seul en français. Mais la singularité, ça nous fait passer du transhumanisme au post-humanisme. Et je fais une distinction comme lui très claire. La singularité, je rappelle, c'est le moment où, en gros, la machine dépasse l'homme. C'est la machine devient... C'est pas qu'elle devient plus intelligente que l'humain, elle l'est déjà. On est déjà... ChatGPT est déjà plus intelligent que 99% des humains. Mais c'est pas ça. En intelligence pure, ça veut pas dire qu'il choisit ses valeurs, il est programmé. Mais en intelligence pure, il a 162 QI. Je lui ai fait passer moi-même le Wechsler, le WISP. J'avais fait une licence de psycho quand j'étais gamin, j'aurais profité pour le faire. Il est supérieur à 99% des humains, y compris en sciences. Maintenant, en mathématiques, il a progressé formidablement en mathématiques, là où il n'était pas très bon. Donc, c'est pas ça. L'AGI, c'est l'intelligence artificielle générale, je vais le dire en français, c'est pour la décennie qui vient. Mais ce ne sera pas pour autant une IA forte. Ce ne sera pas la singularité. Donc, je dirais que le post-humanisme veut abolir les limites. Je reprends les catégories de Roger Paul. C'est l'avantage d'une vraie discussion philosophique, c'est qu'on reprend ce que dit l'autre au lieu d'essayer de l'abolir. L'abolition des limites, en l'occurrence, le post-humanisme veut abolir la finitude. L'éternité dans la noosphère. L'éternité au sens spinoziste, c'est pas l'immortalité, parce qu'il n'y a plus le corps. Tu comprends? C'est l'éternité, pas l'immortalité. Spinoza fait la différence entre les deux. Alors faut que vous nous expliquiez. Non, mais l'éternité, ça veut dire que tout ce qui est mortel a disparu. Le corps a disparu. Oui, mais alors on n'est plus nous-mêmes. On est dans un espèce de vaste... comme chez Spinoza, notre degré de puissance chez Spinoza, c'est notre identité.
Elle est en Dieu pour l'éternité, elle y a toujours été, donc elle sera pour l'éternité. Donc quand mon corps meurt, mon éternité reste dans l'entendement divin, et pour eux c'est la même structure. Mon éternité, mon identité restera dans la noosphère. Voilà. Je téléchargerai mon avatar dans ma noosphère, il continuera à progresser. On laisse notre marque. Voilà, quand même, et ça, part. c'est l'abolition de la limite. Dans le transhumanisme, celui que je défends, ça ne veut rien dire transhumaniste, la limite est floue. Tout le monde mélange les deux. Bon, j'essaie de préciser les choses ici. Moi, ce que je défends, c'est la lutte contre la vieillesse, et donc la longévité en bonne santé. On reste des humains avec toutes les tares de l'humanité, avec la finitude humaine, avec le rapport à la mort. Rien n'est aboli, les limites sont les mêmes. Simplement, on a la possibilité de vivre plus longtemps. Je pense à un texte de Rousseau dans le fameux discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, dans lequel Rousseau pose une question que je trouve absolument fascinante et très juste. Pourquoi, dit-il, l'homme seul est sujet à redevenir imbécile ? Parce qu'il perd, dit-il, par la maladie ou la vieillesse, tout ce que la perfectibilité lui a fait acquérir pendant sa vie. Alors que l'animal ne perd rien parce qu'il n'a jamais rien acquis. Il a toujours été programmé par l'instinct. Et ça, je trouve que c'est vrai. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de bien vieillir. On vieillit bien quand on meurt avant la catastrophe. Voilà. Ma maman va avoir 100 ans le 5 décembre. Elle a toute sa tête, mais néanmoins, elle est limitée dans toute la vie. Elle est beaucoup moins belle, elle a perdu la beauté. Son intelligence est beaucoup moins vive qu'avant, même si elle ne délire pas. Elle ne peut plus faire ses courses toute seule, elle ne peut plus conduire une voiture, etc. Et au fond, elle n'a plus comme perspective que d'attendre la mort, un peu comme un légume attend d'être cueilli. Voilà. Et donc, je ne crois pas au bien vieillir. Donc, je pense que le transhumanisme, tel que je le définis, encore une fois, il y a d'autres définition. Ce serait n'abolit en aucun cas les limites restent absolument les mêmes, mais l'humain garde la possibilité de les transcender, donc de s'améliorer, de devenir moins bête et moins violent. Mais je pense déjà, pardon, mais peut-être que je me trompe, c'est une illusion sans doute, mais je pense par exemple au volant de ma voiture. J'ai fait beaucoup de compétitions automobiles, j'ai conduit des voitures qui passent largement le 300 à l'heure. Je suis infiniment moins bête au volant de ma voiture et moins violent et moins dangereux pour les autres aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. C'est juste un exemple, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines. Je pense qu'avec mes enfants, par exemple, j'ai eu des enfants à cet âge, j'ai 3 filles, j'étais une immense patience que je n'aurais pas eue quand j'avais 20 ans. Et je pense qu'en philosophie, je sais 1 milliard de choses de plus importantes et plus intéressantes que quand j'avais 20 ans. Et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Mais Luc Ferry, dans ce que vous dites, ce que j'entends, c'est un progrès continu finalement de la médecine. Oui. Il n'y a pas de changement de nature. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de nature humaine, ami. Voilà. Donc il n'y a pas de changement de nature, il n'y a pas de nature humaine. Oui, d'accord. Non, mais je parle même de la nature. Ce transhumanisme, il est dans le prolongement de l'humanisme. Mais bien sûr. Voilà, bien sûr. Il n'a rien de trans, si je me dis. Non, sauf que personne n'a vécu 300 ans. Voilà, donc ça, c'est quand même exceptionnel. Mais c'est ce que dit Gilbert Rotoy, malheureusement qui nous a quittés aujourd'hui, mais il avait écrit un petit livre, Le transhumanisme est un humanisme. Et il citait Condorcet, il citait les grands des Lumières, et il disait, mais c'est absolument le prolongement des Lumières. Voilà. Sauf que ça, oui, c'est tout à fait ça, c'est la perfectibilité. Vous savez, moi, il m'arrive de faire des conférences sur des bateaux de croisière. Le public sur les bateaux de croisière, ça nous est arrivé d'en faire une ensemble. C'est des vieux. Alors, on dit des seniors pour être gentils, mais c'est des vieux comme nous. Parce qu'il faut de l'argent, il faut du temps, il faut être à la retraite pour être sur ces bateaux quand c'est pas les vacances. Bon, je vois des gens qui sont qui veulent continuer à apprendre. Ils ont peut-être 80 ans, 85 ans, mais ils n'ont pas du tout envie d'arrêter d'apprendre. Et c'est ça que je veux valoriser. Je trouve que c'est ça le sens de la vie. Voilà. C'est ce que Kant appelait la pensée élargie. Et c'est le poème de Victor Hugo, l'éloge de la vieillesse chez Victor Hugo dans Bose en bord dormi. Je vous cite les 8 vers de mémoire, j'espère que je n'ai pas préparé. Bose était bon maître et fidèle parent, il était généreux quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand, le vieillard qui revient vers la source première, entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. La lumière, c'est exactement ce que dit Kant, c'est la pensée élargie, c'est la perfectibilité. Quand tu apprends une langue, c'est pas simplement une technique nouvelle, c'est aussi plus d'humanité, plus de compréhension des autres, plus de compréhension d'une culture, d'une littérature, d'une philosophie. Voilà, donc ça... Plus de capacité personnelle à faire des choses. Je trouve que le fait de s'arrêter à 80 ans n'a pas de sens. On s'arrête juste au moment où on commençait à être moins con. Roger Paul Droit. Oui, non, mais s'il s'agit effectivement... c'est ça pour moi. Non, mais s'il s'agit d'allonger autant que faire se peut
la vie humaine en bonne santé avec les capacités suffisantes pour qu'elle soit vivable et améliorée. Jusqu'à 500 ans. Oui, mais que ça soit 100, 150, 200 ou 500, il n'en reste pas moins que ça sera fini. Oui, bien sûr. Heureusement, heureusement. Bien évidemment. Et c'est ça. Et d'ailleurs, donc vous êtes tous les deux pour la finitude, quand même, quelque part. Voilà. C'est ce qui nous elle est insuppressible, la finitude. Voilà. Et une chose est de reculer autant que faire se peut le moment de la mort, et de faire avec la recherche médicale tout ce qui est faisable dans ce domaine. Et une autre est de rêver que la mort disparaisse. Ça n'a pas de sens. Je me souviens. Et le contresens, il est assez simple parce que on avait interviewé, Monique Atlan et moi, dans ce livre humain dont nous parlions, Douglas Melton. Oui. C'est un des grands spécialistes de la reprogrammation cellulaire. On était allé le voir à Harvard, dans son labo, et il avait eu cette phrase qui m'avait laissé absolument scotché. Oui, nous pouvons supprimer la mort. Et là, c'est juste une erreur. C'est-à-dire que c'est pas le chercheur qui dit ça, c'est déjà l'idéologue, mais que l'on puisse, en reprogrammant des cellules et en évitant qu'elles ne reviennent, c'est l'idée, si vous voulez, si on prend l'exemple scolaire, si vous êtes, je ne sais pas, ingénieur et que vous voulez devenir médecin, vous allez changer de filière, mais on ne va pas vous faire revenir au cours élémentaire pour apprendre à lire avant de... Voilà, c'est ça. C'est l'idée qu'on peut faire changer de programmation une cellule sans pour autant la faire régresser au stade originaire pour refaire le parcours dans un autre sens. Et il a travaillé de façon absolument admirable et scientifique sur ces questions-là. Mais une chose est de se servir de ces biais de reprogrammation pour modifier le vieillissement, et une autre est de rêver, ce qui me paraît là de l'ordre de l'idéologie et du pur fantasme, à la suppression de la mort, comme il le disait. Voilà, l'immortalité, ça n'existe pas. L'allongement de la vie humaine en bonne santé, si ça n'est pas accompagné évidemment d'expérimentations qui seraient dommageables à des êtres humains, si ça évite aussi, ça c'est une vraie question, le risque d'une humanité à deux vitesses existe à ce moment-là. Voilà, parce que si il y a des gens qui vivent 200 ans alors que tous les autres meurent comme d'habitude ou vivent... Oui, parce que c'est ça quand même qui est à un moment donné en jeu. Là, il y a des questions économiques qui font que... Non, pas du tout. Je te dirais pourquoi non. Non, je te dis que non. Bah alors dis-le maintenant. Écoute, moi j'ai travaillé avec Jean Dosset au moment où Jean Dosset était en charge de Human Genome, le programme de séquençage du premier génome. Le premier séquençage du génome m'a coûté 3 milliards de dollars. Il a duré 13 ans. Ça commence en 1990, ça se termine en 2003. Aujourd'hui, on peut séquencer le génome. Tu peux séquencer vous pouvez, vous voyez comme on est pour 150 dollars. Donc là, ce ne sera pas du tout une question économique. Ça ne coûtera rien. La reprogrammation cellulaire ne coûte rien. Et il faut lire le livre de mon ami ça veut dire que ce sera ouvert à tout le monde. Mais évidemment. Je redonne la parole après. Je me tais tout de suite. Mais les différences seront des différences religieuses et spirituelles, pas du tout économiques. Parce que les religions sont contre, évidemment. Pourquoi ? Parce que le fonds de commerce des religions, c'est la mort. Si on vivait 300 ans, on ne serait pas pressé d'aller à l'église. Je suis désolé de dire ça un peu brutalement, mais c'est la vérité. Je rappelle que Ulysse refuse l'immortalité, ce qu'on appelle en grec apothéose, devenir un dieu, parce qu'il veut rester un humain. Et un humain, c'est fini, ça meurt. Même si je vivais 300 ans, si je suis dans un avion qui explose, je mourrai. Mon rapport à la mort restera le même. Et donc, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Roger Pold. Donc, c'est juste pour éviter une erreur sur l'économie. Le problème ne sera pas économique. Il sera un problème de spiritualité et de morale, mais pas économique. Roger Pold, j'ajouterais simplement me passer en tête le Micromégas de Voltaire. Oui. Les habitants de je ne sais plus quel autre monde ont 50 sens alors que nous n'en avons que 5, et ils vivent 5000 le sens du devoir aussi. Ils vivent 5000 ans.
Ouais. Et simplement vivant 5000 ans, eh bien, il se lamente sur la brièveté de l'existence. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est l'idée tout simplement qu'il y a de l'insatiable aussi dans le désir de vie, et que si on vit 5000 ans, on trouve que c'est court et on voudrait Alors, que ça se prolonge. justement, Roger Paul Droit et Luc Ferry, je voudrais vous entendre sur quelque chose, sur une réflexion que j'ai. Et c'est Tout un le- vrai sujet. Oui, 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 mais justement, tout le monde n'a pas la chance de vivre vieux. Effectivement, vivre vieux en bonne santé, etc., c'est ce à quoi nous aspirons tous. Et il est clair que l'époque actuelle nous permet de le faire beaucoup mieux que les époques antérieures et que probablement les époques futures nous permettront de le faire encore mieux que maintenant. Mais peut-on avoir réussi sa vie lorsqu'on a vécu 37 ans comme Rimbaud, ou peut-être moins encore, comme Radiguet, etc. Est-ce que finalement on mesure la réussite de la vie ou son ratage au nombre d'années pendant lesquelles on a vécu? À mon avis, pas du tout. Ça n'a rien à voir parce que il me semble alors que bien évidemment, c'est comment dirais-je? Un objectif raisonnable, louable et inévitable de vouloir vivre en bonne santé le plus longtemps possible. La question n'est pas là. Mais que, on soit on ait raté sa vie parce que, on meurt à 25 ans, ça me paraît pas Parce qu'il y nécessaire. a aussi l'intensité, la C'est vu du non, densité. mais c'est vu du dehors. D'abord, c'est vu du dehors. Ouais. C'est-à-dire que, celui, qui meurt jeune peut tout à fait ne pas avoir le sentiment, en mourant qu'il est allé Ah, jusqu'au souvent, il bout meurt des choses. brutalement quand même quand il meurt jeune. Oui. Il n'a pas tellement le temps Oui, d'y non, mais je penser pense, je ne sur sais un pas, plaisant. il y aurait 1000 choses et 1000 exemples. Je pense à Carlo Michelstetter. C'est une sorte de Rimbaud de la métaphysique. Il écrit à 20 ans un livre absolument passionnant qui est la persuasion et la rhétorique. Il se suicide à 22 ou 23 ans. Euh, de mon point de vue, sa vie a été absolument réussie. Si vous voulez, c'est-à-dire c'est un point de vue qu'on peut juger déraisonnable, qui est peut-être même pas le sien, mais d'une certaine manière, avoir de façon aussi fulgurante écrit des textes aussi importants, voilà, c'est du point de vue finalement du lecteur, c'est du point de vue de son apport à l'humanité, et je ne crois De pas. son empreinte, finalement. Oui, De l'empreinte si qu'il on a veut. laissée dans le monde, qui est une forme quand même De d'éternité. réussite. Voilà, et si Mozart était mort à 20 ans, ce qui nous aurait privé de beaucoup de choses, il me semble qu'on pourrait considérer que sa vie ait été réussie cependant, parce qu'à 20 ans, il en avait déjà produit beaucoup de production de génie, quoi. Luc Ferry, sur cette Ah non, question. moi je regrette qu'il n'ait pas, comme Chopin, c'est ce qui me désespère chez Chopin, que je considère comme étant avec Bach le plus grand, c'est qu'il n'ait pas vécu plus longtemps. Bien Parce sûr. que je citais Victor Hugo tout à l'heure, et je pense que non, le fait de vivre plus longtemps nous permet d'être, encore une fois, plus libre, plus ouvert aux autres. Et plus sage, ça permet, je dis pas que c'est automatique, il y a des vieux cons aussi, ça peut aussi fabriquer des très vieux cons ou de très vieux salauds. C'est un choix, encore une fois. Moi, je suis philosophie de la liberté. Et là, moi, je croyais mon ami Deleuzien, là, je te citerai Deleuze, que tu connais comme moi, les cours sur Spinoza, où Deleuze explique une vie réussie. Il prend le thème et il dit vie réussie. Une vraie réussite, c'est lutter contre les morts précoces. C'est la phrase exacte de Deleuze. Et puis après, il développe, en citant longuement Spinoza et en explicitant Spinoza, que pour lui, et il reprend la thèse de Spinoza manifestement à son compte, les morts précoces, si sublimes soient-elles, sont des vies ratées. Et je pense que c'est vrai par rapport à l'idée de perfectibilité. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils aient tout raté. En effet, on ne peut pas dire que Chopin ait tout raté. Dieu sait que les 4 Balacs, c'est sublime. Moi qui ai joué du violoncelle pendant 30 ans, la sonate pour violoncelle, c'est le deuxième mouvement. Je ne veux pas faire cuistrerie, mais ceux qui ne l'ont pas écouté, écoutez le largo, le deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle, c'est une merveille absolue. Mais s'il avait vécu 40 ans de plus, je pense qu'il aurait fait 1000 fois mieux. Voilà. Et donc, je pense que Victor Hugo a raison, je pense que Deleuze a raison, les morts précoces, c'est quand même dommage. Alors, vous pensez à la postérité. Alors, ce que disait Régis Paul, ce que vous disiez tous les deux sur la postérité, je suis d'accord avec vous, hein. Je ne suis pas idiot, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais la postérité, c'est pas soi.
C'est pas sa famille non plus. Voilà. Et sa famille, elle est triste que le petit meure à 20 ans, ou même à 30 ans, ou même à 40 ans. Et moi, j'ai une amie très chère qui a 86 ans, qui a perdu sa fille à 53 ans. Elle ne s'en est jamais remise. Voilà. Et donc, je pense que non. Alors, bien sûr, je suis pas d'accord avec Voltaire là-dessus, parce que je pense qu'il y a un moment où c'est pas évident, j'en sais rien, il faudrait avoir l'expérience de vivre 5000 ans et aucun d'entre nous ne l'a et probablement ne l'aura jamais. Mais je suis pas certain que on ne soit pas lassé, ou en tout cas, c'est pas une question d'être lassé ou fatigué. C'est pas ça, pas fatigué de la vie, comme on dit en Suisse, mais que peut-être on ait atteint assez de sagesse et d'objectifs dans sa vie qu'après tout, la mort ne soit, comme disaient les stoïciens et d'ailleurs aussi les épicuriens, qu'un passage. C'est pas certain. Et je suis pas sûr qu'arrivé à 5000 ans, on ait toujours envie de continuer à emmerder les autres. À partir de 4500, on trouve le temps long. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Tu vois, je pense que... Mais même, tu sais, à partir de 75 ans, je pense qu'il y a quelquefois... on a fait déjà beaucoup de choses. Mais merci beaucoup. Alors c'est passé extrêmement vite. Voilà. Et donc, je ne ferai pas de conclusion, puisqu'il n'y a pas de conclusion à ce stade. Mais je constate à quel point c'est intéressant quand même de reprocesser tout ce qu'on entend à droite, à gauche, faire reprocesser, de faire ça, retravailler par des philosophes et de remettre les pendules à l'heure certaines fois sur des noms, sur des mots, sur des concepts, sur des définitions, sur ce qu'on entend, ne serait-ce que pour avoir une vision un peu clarifiée du monde assez complexe dans lequel nous sommes. Merci beaucoup. Alors, à une prochaine fois, on va continuer. Merci beaucoup, Luc Ferry. Et merci, Roger-Paul Roy, d'être venu à l'Air du Temps. Merci, cher Marc. Merci, Roger-Paul. C'était L'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur 2, de 12h à 13h sur Radio RCJ. À bientôt pour une prochaine émission.